Ici, la voix de l'Amérique. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. Dans l'actualité ce soir, dans ce journal, nous reviendrons sur les mesures prises par plusieurs pays pour faire face à la pandémie du Covid-19. Nous irons notamment en Guinée où le port du masque est effectif depuis quelques jours et où les populations s'adaptent tant bien que mal. Nous referons également la coopération entre les États-Unis et le Burkina Faso dans le domaine de la santé. Une coopération que Washington entend maintenir dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Ici aux États-Unis et face aux effets du Covid-19 sur l'emploi et l'économie, Donald Trump a confirmé ce mercredi la signature de son décret suspendant temporairement l'immigration. Le pays compte à ce jour 45 000 décès dus à la pandémie. Une fois encore, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce journal. L'ONU a appelé ce mercredi les pays à lutter contre le réchauffement climatique avec la même détermination que contre la pandémie de Covid-19. Les vagues de chaleur constituant depuis 2015 l'aléa météorologique le plus meurtrier. Nous devons circonscrire le changement climatique tout autant que la pandémie, a déclaré Petteri Talas, secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale à l'occasion de la 50e journée de la Terre. L'arrêt de pans entiers de l'économie dans le monde provoqué par le Covid-19 devrait entraîner cette année une réduction de 6% des émissions de gaz à effet de serre, principaux responsables du réchauffement climatique, a indiqué M. Talas en conférence de presse. En Afrique du Sud, la ministre des Communications prise en flagrant délit de violation du confinement en participant début avril dernier à une fête chez des amis a reconnu sa culpabilité et payé une amende de 1000 rands, environ 49 €. C'est ce qu'indiquent ce mercredi des sources judiciaires. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa prévoit de déployer plus de 73 000 soldats supplémentaires pour faire respecter le confinement instauré afin de lutter contre la propagation du nouveau coronavirus dans le pays. L'Afrique du Sud compte 3 465 cas de contamination et 58 décès dus au Covid-19. Et toujours pour parler de Covid-19, rendons-nous tout de suite en République démocratique du Congo, notamment à Kinshasa, la capitale, où la commune de la Gombe, qui abrite ministères, sièges d'entreprises et quartiers résidentiels, est en confinement total depuis le 6 avril dernier. Anastasie Tudièche y est allée et a rencontré pour nous le personnel soignant d'un hôpital de fait confiné. Voici son reportage. 56 lits et seulement 4 patients pour un hôpital qui reçoit habituellement 350 à 400 consultations par jour. C'était avant le confinement de la commune de la Gombe. Le docteur Ted Likongo est le chef clinique de l'hôpital SMS pour Strategos Medical Solutions. Ça a été un challenge pour nous. Pourquoi? Parce que nous sommes d'abord la première zone de santé qui a été touchée et la première zone de santé qui a été confinée. Ici, les patients sont pris en charge par leurs employeurs et grâce aux différentes formules de mutuelles auxquelles ils souscrivent. Depuis le 6 avril, date du confinement total de la commune de la Gombe, l'hôpital a cessé toute activité non essentielle. Mais certains bravent les barrages. Il y a 2 patients qui sont arrivés. Malgré tout le confinement, ils n'ont pas de téléphone. La plus jeune avait 65 ans. Elle a été obligée de marcher pratiquement de Willery jusqu'ici, 3, 4, 5 kilomètres. Elle a dit qu'elle n'avait pas de choix. Pourquoi? Parce qu'elle devait avoir ses médicaments et devait voir son médecin. Pour le docteur Thierry Mailly, la réponse à ce type de cas et plus largement au confinement de l'hôpital, c'est le home care, le soin à domicile.
Il est responsable de ce service mis en place par l'hôpital bien avant le confinement et adapté aux circonstances depuis. Nous avons maintenu le home care primitif, donc pour d'autres pathologies qui puissent exister, un malade appelle le 104 comme d'habitude et nous venons prodiguer des soins par rapport à son besoin en dehors de la pandémie. Nous avons créé un autre service, microservice, le home care Covid-19. Là, c'est le home care qui prend en charge seulement les patients suspects du Covid-19. C'est ici, au call center, qu'est opéré le tri des appels et leur dispatch vers des spécialistes idoines. Patricia Cabella est en charge de cette cellule centrale dans le dispositif de soins. Ce service call center est en permanence ici à l'hôpital et nous travaillons 24 heures sur 24 heures, tous les jours du lundi au dimanche. Le ministère de la Santé a prévu 5 sites pour la prise en charge des cas Covid au départ, qui pourra peut-être être augmenté en fonction du besoin. Et c'est avec ces sites-là que nous travaillons directement. Avec une équipe de crise de 6 médecins et 8 infirmières dédiées 24 heures sur 24 à ces quelques 800 affiliés atteints de maladies chroniques, les services qu'offre l'établissement le mettent hors de portée de la majorité de la population congolaise, dont seulement 15% environ est salariée. Mais les praticiens de l'hôpital SMS et leurs confrères à travers la ville partagent une même obsession, stopper la propagation du Covid-19 en RDC. Prenons plus la prévention et nous avons toutes les mesures de prévention qui sont simples, ce n'est que l'hygiène. Anastasie Tudiège pour VOA Afrique, Kinshasa. En Guinée, le port du masque est désormais obligatoire face à la propagation alarmante du nouveau coronavirus. Samedi dernier, le président s'est exprimé pour prévenir la population. Les Guinéens ne pourront plus circuler si leur visage n'est pas couvert et la police pourra infliger des amendes. Claire Morin-Gibour nous en dit plus. L'ordonnance officielle sur le port obligatoire d'un masque protégeant le visage est entrée en vigueur en Guinée le week-end dernier. Dans la capitale Conakry, des policiers ont procédé à des contrôles aux principaux carrefours de la ville et infligé une amende de 30 000 francs guinéens aux contrevenants. En province, la majorité des habitants respectent cette nouvelle mesure qu'ils jugent utile. Si tu te protèges, tu ne vas pas avoir. Si tu ne te protèges pas, ça aussi tu vas avoir. Porter un masque en permanence est néanmoins difficile pour certains. Forcément, c'est difficile quand même. Si on n'a pas l'habitude de porter, c'est difficile parce que pour d'autres, quand ils portent, même la respiration, ça est un peu difficile. Mais il faudra tout de même quand même forcer parce que c'est difficile quand même. Cette nouvelle loi a provoqué un afflux de commandes chez les tailleurs et les couturières du pays car la demande de masques a grimpé en flèche. Je reçois beaucoup d'appels pour les commandes. Les entreprises, des personnes de bons volontaires qui nous appellent et disent je vais 50, 150 comme ça. Au dernier bilan, date du 20 avril, la Guinée avait enregistré 579 cas de Covid-19 avec 5 décès. Parmi les morts figurent le chef de l'organe électoral, Amadou Salif Kébé, et le secrétaire général du gouvernement, Sékou Kourouma. La mort de ces politiciens aisés a favorisé une vraie prise de conscience chez certains citoyens guinéens. Mais moi quand même je compte porter parce que ça va me protéger contre le virus. Et vu que nous on n'a pas de gros moyens, on se débrouille avec ça, les tissus. On va les laver, après on reporte. L'état du système sanitaire guinéen suscite l'inquiétude, surtout en cas de propagation rapide du coronavirus. Le pays a déjà été très éprouvé par la fièvre Ebola qui avait tué 2500 personnes entre fin 2013 et 2016 en Guinée. À présent, parlons de coopération entre les États-Unis et le Burkina Faso, notamment dans le cadre de la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus. Depuis 20 ans, Washington a octroyé plus de 100 000 milliards de francs CFA dans le domaine de la santé au Burkina Faso. Et le pays de Donald Trump compte rester aux côtés du Faso pour faire face au Covid-19. De Ouagadougou, la capitale, notre correspondant Lamine Traoré. Chers amis au Burkina Faso, je peux annoncer la bonne nouvelle que je suis guéri de Covid-19. Je vous remercie beaucoup de tous les mots de soutien que vous m'avez offerts pendant cette période.
L'annonce est faite depuis Washington, D.C. André Young, atteint du Covid-19 au Burkina et qui avait été évacué aux États-Unis, est en pleine forme et répond à nos questions par appel vidéo. Les États-Unis sont engagés aux côtés du Burkina pour lutter contre le coronavirus. Étant quand j'étais évacué, nous avons pu utiliser l'avion pour faire amener les spécialistes pour vous aider, surtout pour soutenir CORUS, le Centre opérationnel d'urgence dans le domaine de la santé. Et au CORUS, justement, on salue les États-Unis pour tous les soutiens qu'ils apportent au Burkina, surtout pour la lutte contre le Covid-19. Pour ce qui concerne ce bâtiment, nous avons bénéficié donc de l'appui des États-Unis d'Amérique pour donc la rénovation donc de ce bâtiment, de même que pour son équipement. Et également, depuis un certain nombre d'années, nous avons pu bénéficier d'un certain nombre d'appuis pour la formation du personnel, ce qui fait que nous avons environ 5 personnes qui ont bénéficié d'une formation à Atlanta sur la gestion des urgences. Actuellement, nous avons déjà l'appui technique à travers donc, la mise à disposition donc, du personnel, l'appui conseil, les différents appuis et bien sûr l'appui financier également qui est apporté donc, par donc, le gouvernement américain. Suite à mes 3 ans et demi ici au pays des hommes intègres, je sais que vous êtes un peuple résilient face aux défis. Vous avez montré ça quand vous avez rétabli votre démocratie. Vous avez montré cette résilience quand vous faites face aux défis sécuritaires. Vous avez montré votre communauté quand vous avez accueilli plus de 700 000 personnes qui sont déplacées dans ce pays en face des horribles attaques des terroristes. Et maintenant, vous faites face aux défis de Covid-19. Et moi, je suis convaincu que votre résilience va aussi montrer que vous êtes à la hauteur de répondre à ces défis avec le soutien de vos amis comme les États-Unis. Nous avons octroyé depuis 20 ans 100 000 milliards de francs CFA en aide. Récemment, les États-Unis ont octroyé 2 millions de dollars américains pour appuyer le pays dans le secteur de la santé publique et 6 autres millions pour permettre d'effectuer les tests médicaux ainsi que du matériel. On va rester engagés ensemble comme depuis 20 ans pour lutter contre le coronavirus, a rassuré l'ambassadeur américain. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou. La pandémie de Covid-19 continue sa propagation à travers le monde. Ce mercredi, le nombre de contaminations s'élevait à plus de 2,5 millions et un peu plus de 177 000 morts officiellement recensés dans 193 pays et territoires. Ces chiffres ne reflètent toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations. Plusieurs pays n'attestant que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière. Parmi ces cas, au moins 583 000 sont aujourd'hui considérés comme guéris. En outre, l'Iran a annoncé ce mercredi 94 décès supplémentaires dus au nouveau coronavirus, soulignant toutefois le maintien d'une tendance à la baisse du nombre de contaminations dans le pays. L'annonce de ces nouveaux décès porte le nombre total de morts dus à l'épidémie de Covid-19 à 5 391 selon le porte-parole du ministère donc. Ici, aux États-Unis, Donald Trump a confirmé ce mercredi la signature d'un décret suspendant temporairement la délivrance de cartes vertes afin de protéger, dit-il, les emplois des Américains en pleine crise liée au coronavirus. Cette suspension sera d'une durée initiale de 60 jours. Contrairement à ce que le locataire de la Maison-Blanche avait initialement laissé entendre, elle ne s'appliquera pas au visa de travail temporaire, mais aux seules cartes vertes qui offrent le statut de résident permanent. Le nouveau coronavirus, qu'il qualifie d'ennemi invisible, a déjà tué plus de 45 000 personnes aux États-Unis et près de 22 millions d'Américains ont perdu leur emploi. À ce jour, plusieurs programmes, dont celui notamment sur la réinstallation des réfugiés aux États-Unis, ont été suspendus et les consulats américains à travers le monde ont arrêté temporairement leurs opérations
de délivrance de visas. Nous restons aux États-Unis pour jeter un coup d'œil sur les hôpitaux new-yorkais, toujours très sollicités pour traiter des patients du Covid-19. Malgré un certain ralentissement dans le nombre de nouveaux cas, l'une de ces structures à l'avant-garde de la lutte contre le nouveau coronavirus est le Mont Sinaï Hospital à Queens. Donc, visite guidée avec un jeune médecin. Eric Blutinger vient de démarrer sa carrière médicale et cela coïncide avec une pandémie. Et sa ville, New York, est parmi les plus touchées au monde. Je m'appelle Eric Blutinger. Je suis urgentiste au Mont Sinai Queens Hospital. Je viens de sauter dans la voiture et je suis sur le point de me rendre au travail. Habituellement, je prends le métro, mais à cause de la propagation du Covid ici dans la ville, j'ai choisi une voiture de location parce que je pense que ça serait beaucoup plus sûr. Je suis un peu anxieux d'aller au travail. Et comme il le craignait, l'hôpital dans lequel il travaille est rempli de patients en attente de traitement. Je suis sur le point d'entrer dans le service d'urgence et nous verrons à quoi ressemble la situation. J'ai entendu dire que le volume a explosé et que nous avons tellement de patients du Covid-19 dans les couloirs. Dr Hugo Ezenwele est le responsable du département des urgences. Il confirme les craintes du jeune médecin. On est très occupés. On s'y attendait depuis le début. Et nous voyons beaucoup de patients, ils sont gravement malades et nous faisons de notre mieux pour les suivre et nous assurer que nous pouvons leur fournir de l'oxygène, une certaine ventilation et au besoin nous les intubons. Le docteur Blutinger poursuit sa visite dans la salle des soins intensifs. Alors maintenant, j'entre dans la salle des soins intensifs. Et la salle des soins intensifs est l'endroit où nous avons nos patients les plus malades. Cet endroit n'est jamais vide, mais nous essayons de nous assurer que nous avons au moins une place pour une autre urgence. L'hôpital a même érigé 2 tentes en dehors de ses bâtiments pour faire face au nombre important de patients qui continuent d'arriver quotidiennement. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington et c'est sur VOA Afrique. Merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie du Monde aujourd'hui. John Lyndon, de retour avec vous. Et nous ouvrons cette deuxième partie par notre segment économie, un segment réalisé dans des conditions particulières, c'est-à-dire toujours à la maison. Et c'est avec Eric Manirakiza. Une journée noire pour le pétrole américain. Le baril a poursuivi sa descente aux enfers lundi, enregistrant une chute à moins $37 face à une chute vertigineuse de la demande et des réserves américaines près de la saturation. C'est la plus importante chute en une journée depuis la cotation du WTI, le baril américain West Texas Intermediate, en mars 1983. Selon les analystes, l'effondrement de lundi est dû en partie à la saturation du dépôt pétrolier de Cushing dans l'Oklahoma, un des plus importants des États-Unis. Le président Donald Trump a annoncé qu'il avait l'intention d'ajouter 75 millions de barils à la réserve stratégique américaine. Il a précisé qu'il allait soit acheter cette quantité de pétrole si le Congrès lui donnait le feu vert, soit ouvrir à des tiers la capacité de stockage qui fait cruellement défaut ailleurs en échange d'une rémunération. Le marché du pétrole connaît de fortes chutes depuis des semaines.
Les restrictions de déplacement dans de nombreux pays et la paralysie de nombreuses économies à cause de la crise du coronavirus ont fait fondre la demande. Le marché a été inondé de pétrole à bas coût après que l'Arabie Saoudite, membre éminent de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole OPEP, a lancé une guerre des prix avec la Russie pour obtenir un maximum de parts de marché. Les deux pays ont mis un terme à leurs différends au début du mois et l'OPEP a décidé de réduire sa production de près de 10 millions de barils par jour pour stimuler les marchés touchés par le virus. Mais les prix ont continué à dégringoler quand il est devenu clair que les réductions promises ne suffiraient pas à compenser l'effondrement de la demande. Toujours en rapport avec l'économie au Sénégal, les restrictions imposées par le gouvernement à cause du nouveau coronavirus ont fait baisser les revenus des petits commerces qui ont du mal à subvenir à leurs besoins quotidiens. Pour leur venir en aide, le gouvernement a annoncé un certain nombre de mesures, dont la distribution de vivres. Joint via Skype par Yacouba Ouedraogo, Mamadou Diagna Ndiaye, conseiller économique du président Macky Sall, revient ici sur ces mesures et les impacts de la crise sanitaire liée au Covid-19. Parlant du programme que l'État a mis sur pied pour les économiquement faibles, qui consiste à des dons de riz, un package où il y a riz, huile et sucre, et avec une enveloppe de 20 000 francs par famille, et cela pendant quelques mois, ce qui revient à une enveloppe générale de 16 milliards, je pense. Donc, de ce point de vue, ça, pendant 3 mois à venir, ces personnes ne seront pas impactées négativement. Je pense, ni par la faim, ni par les subsistances accordées à ces familles-là. Cette enveloppe de 20 000 francs par famille, ça sera quotidiennement fait ou c'est par mois ou c'est par semaine ou c'est comment pendant ces 3 mois? Non. Et les modalités sont en cours, la distribution se fait. Il y a le package déjà de riz. Il y a le riz, il y a l'huile et il y a le sucre, ce qui constitue la base alimentaire des économiquement faibles ici. En plus de ça, l'État les accompagne en leur mettant 20 000 francs par personne, ce qui revient à, pendant 3 mois, ce qui peut combler le gap qu'ils peuvent avoir à ne pas travailler, à ne pas pouvoir trouver des subsistances pour pouvoir se nourrir et préserver leur famille. Donc, par ménage, pas par personne, par ménage. 20 000 francs par ménage. Yacouba Ouedraogo, vous ne partez pas, vous restez avec votre invité, mais cette fois pour parler de sport. En sport, vous le savez, le Sénégal se prépare à accueillir en 2022 les Jeux Olympiques de la jeunesse, JOJ, une version réduite des JO qui accueille tous les 4 ans plus de 4000 sportifs âgés de 15 à 18 ans. Cette 4e édition est prévue entre mai et juin 2022. Comment se déroulent les travaux préparatifs de ces JOJ en ces temps de confinement liés au nouveau coronavirus? Le président du Comité national olympique sénégalais, Mamadou Diagna Ndiaye, en parle via Skype dans cet autre extrait de l'entretien réalisé avec Yacouba Ouedraogo. Alors, et donc, la première question, c'est une réaction. Vous l'avez suivi avec sans doute beaucoup plus d'intérêt. Les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, qui devaient commencer en juillet, ont été repoussés à 2021. Alors, vous qui coiffez une structure nationale, le Comité national olympique sportif et sénégalais, comment vous avez accueilli cette nouvelle? C'est bien de rappeler effectivement que je suis le président du Comité olympique national, mais je suis également membre du CIO, du Comité international olympique à Lausanne. C'est malheureusement quelque chose qui était incontournable par la mise en danger d'autrui, au sens où c'était pas possible avec un virus et avec tous les avions cloués au sol, je ne sais pas quand est-ce que ça va reprendre, de redémarrer et de garder les dates telles que c'était prévu. C'était difficile, mais je crois que ça a été très bien géré par Lausanne. Alors justement, parlant des Jeux Olympiques de Tokyo, on sait que des athlètes sénégalais se sont qualifiés pour les Jeux.
C'était déjà presque arrivé, moins de 2-3 mois. Maintenant, c'est reporté d'1 an. Cela signifie bien sûr qu'il faut encore accompagner ces athlètes-là pendant 1 an. Qu'est-ce que le Comité national olympique sportif et sénégalais fait dans ce sens? Écoutez, c'est une très bonne question. Nous avons eu une vidéoconférence avec le président du CIO lui-même qui garde le même dispositif de bourse pour les athlètes africains jusqu'en 2021. Donc ça, c'était le point le plus épineux. Et le CIO a donné complètement son accord. Vous savez que le CIO, c'est comme les Nations Unies pour les États. Le CIO pour les comités nationaux olympiques, c'est le commandeur in chief. Donc, on travaille en complicité avec eux et on travaille de façon régulière avec les instances du CIO à Lausanne. Merci Yacouba Ouedraogo. On reste dans le même registre et au Sénégal, où les lutteurs traditionnels s'entraînent désormais à huis clos à cause des restrictions liées au nouveau coronavirus. Parmi eux, la star montante de la lutte sénégalaise avec frappe, Moussa Diop, surnommé Serigne Diagne II. Entre la salle de gym, les terrains vagues et le toit de sa maison, ce lutteur répète ses gammes et espère retrouver les arènes très bientôt. Une fois encore, Yacouba Ouedraogo. Habituellement, la salle de gym Badimax accueille plusieurs athlètes sénégalais qui y viennent pour renforcer leurs muscles. Mais avec les restrictions imposées par le gouvernement, le propriétaire de cette salle a dû revoir ses plans et la garde désormais ouverte spécialement pour Moussa Diop, alias Serigne Diagne II. Avant, il y avait d'autres lutteurs. Ouais. Et les autres gens qui ne sont pas des sportifs, ils s'entraînent tous pour la forme. Et tout. Mais actuellement, il n'y a que moi et mon frère qui sont là. Et le coach. Abdominaux, traction, haltères, l'espoir de la lutte sénégalaise avec frappe travaille sa condition en petit comité sous la direction de son coach, bien sûr, à huis clos. Avec le coronavirus, je dois protéger Serigne et Didier et moi-même. D'accord? Donc l'hygiène, on a augmenté ça. Donc on travaille prudent, donc le coronavirus il a tout changé. Changé au point que les plus de 4000 affiliés de la Fédération sénégalaise de lutte sont contraints aux mêmes consignes que l'ensemble de la population. Distance de sécurité, pas de regroupement, pas de contact. Des restrictions qui ont simplement poussé certains à arrêter de s'entraîner. D'autres, comme Moussa Diop, aussi surnommé le Coriace, poursuivent leur répétition avec à l'esprit l'après-coronavirus. Il croit toujours que son combat prévu pour juin aura lieu. Comment j'ai un combat, je ne peux pas rester sans m'entraîner, c'est pas sûr. Bon, d'ici 1 mois, le corona peut partir quoi. Mais s'il part, moi je lutte après 1 mois après, je ne peux pas être prêt quoi. C'est pour cela, c'est ça. Généralement, lorsqu'il quitte la salle de sport, Moussa Diop enchaîne avec une séance de cardio sur un terrain vague. Mais pour ces stars adulées du public, le respect de la distanciation sociale relève parfois du défi. Nous les entraîneurs, beaucoup de gens vont nous saluer, tu comprends? Et tout le monde peut accrocher à nous, donc c'est normal qu'on méfie, c'est normal qu'on soit peur. Parce que ces maladies-là, tu ne vois pas. Soucieuse du bien-être de son fils, la mère de Serigne Diagne II ne s'oppose pas à ce qu'il poursuive sa préparation, mais exige de lui un minimum d'attention. Il n'a qu'à prendre ses précautions seulement. Prendre ses précautions, faire attention, aller aux entraînements, revenir, de ne pas mélanger avec les personnes. C'est pour éviter cela que Serigne Diagne II poursuit une partie de son travail de préparation sur le toit de la maison familiale, notamment ses gammes de frappe. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Portez-vous bien, protégez-vous et surtout passez une excellente soirée. Too many haters thought that I ain't gonna be here. I'm ignoring the fake track in my brain. I replay. Never
but I have a very strong power.